c'est toi, que tu es un théologien écologique, protestant, et président de la commission écologie justice climatique de la Fédération protestante de France. Merci d'être là et puis je te laisse la parole. Bonsoir à toutes et à tous. J'aimerais commencer par faire quelque chose avec vous. Vous allez voir, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de prendre de notes, il suffit de suivre. Je vais compter jusqu'à 3, et au 4e temps, on va tous ensemble inspirer profondément, puis on va expirer profondément. Et n'ayez pas peur de faire du bruit, hein, plus on fait de bruit ensemble, plus on rit. Voilà. Donc 1, 2, 3. Ce que vous venez de faire là, chaque être humain sur cette planète l'a fait avant vous, et tous les autres humains dans le présent le font avec vous. C'est même ce qui définit notre entrée dans la vie. Notre première inspiration, parfois notre premier cri, le moment symbolique d'entrée du souffle de la vie. C'est donc quelque chose de tout à fait commun, à tel point qu'on n'y pense même plus, sauf à ce que peut-être certains parmi vous fassent un peu de la méditation et réfléchissent au souffle, mais sinon, en général, c'est automatique. Et simultanément, ce que vous venez de faire là, vous êtes la première génération d'êtres humains à le faire depuis que l'être humain foule cette terre. On est la première génération d'Homo sapiens, en inspirant, à faire entrer plus de 400 parties par million de dioxyde de carbone dans nos poumons. C'est un chiffre qui n'a jamais été atteint depuis qu'Homo sapiens existe. Et vous avez fait quelque chose de tout à fait exceptionnel et inédit. C'est dire qu'on n'est pas juste là en train de discuter d'un enjeu parmi d'autres, ou d'un chapitre de la théologie ou de la spiritualité parmi d'autres. On est à un carrefour dans l'histoire avec la question climatique. On est à un moment que théologiquement on appelle un kairos, c'est un moment opportun, le moment à saisir, mais aussi le moment qui peut passer. Et c'est une chose dont moi je n'avais pas du tout conscience il y a quelques années. Je ne suis pas né dans une famille d'écolos, mes 2 parents sont pasteurs, mais ils ne sont pas particulièrement sensibilisés à la question. Je me souviens que la première fois qu'un ami m'a tendu un journal qui s'appelle La Décroissance, je lui ai rendu en disant non mais ça c'est un truc d'extrémiste, c'est pas pour moi. 7 ans après je faisais une thèse sur la question. Enfin voilà, je viens d'un lieu qui n'est pas du tout ce lieu-là. J'ai vécu un chemin de conversion. Et ce chemin, il a commencé, et je vais commencer par me présenter ce faisant, ici, dans un tour du monde que j'ai fait entre mon master et le début de ma thèse de doctorat, c'était en 2010-2011, et par la réalisation d'un grand rêve, puisque j'ai une passion pour les requins. Ça peut paraître peut-être un peu saugrenu ou exotique. Un Alsacien qui vient de Strasbourg, puisque je suis venu vous visiter depuis l'Alsace, depuis l'est de la France. Il n'y a pas d'océan, il n'y a pas de mer, c'est une passion pour les requins. Et j'ai réalisé dans ce tour du monde un de mes rêves d'ado qui était de plonger avec des grands requins blancs. 3 jours, 3 nuits sur un bateau, plusieurs plongées. Et alors le grand requin qu'on avait, c'était un grand mâle. Il faisait 5 mètres. Alors, désolé pour la caméra, je vais bouger un tout petit peu. Si je pars d'ici 5 mètres, ça fait... Vous pouvez imaginer non seulement la longueur de la bête, mais moi ce qui m'a frappé, ce qui vient avec la longueur, c'est le diamètre, la corpulence. J'ai cru que c'était une baleine quand je l'ai vu, c'est pas un requin. Enfin bon, c'était une expérience fantastique, la réalisation d'un rêve, qui pour moi était un des lieux, mais non le seul, pendant ce voyage, de l'expérience de la beauté de la nature. Je n'avais pas d'appareil photo sous-marin, donc vous n'avez pas de photo du requin depuis l'eau, mais depuis le dessus, c'était ça. Bien sûr, on plongeait en cage. Et dans les différents pays que j'ai traversés, j'étais en Inde 2 mois, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Australie, États-Unis, Brésil et Pérou, j'ai bénéficié et j'ai vraiment été émerveillé par les beautés de la nature. Et simultanément, je vais trop vite,
Et je voulais commencer voilà, par vous demander et vous inviter peut-être à spontanément dire, et vous, est-ce qu'il y a comme ça des expériences de beauté naturelle qui vous ont frappé? Alors s'il y a 4-5 personnes qui ont envie de dire quelque chose, un lieu en montagne, une expérience, on rencontre avec un animal, voilà. Est-ce qu'il y a des beautés naturelles comme ça qui vous ont... Un lever de soleil. Allez-y, bien. Un lever de soleil. Voilà, on a un lever de soleil. Une éruption volcanique. Ah, vous avez vu une éruption en vrai? Waouh, ça c'est classe. Qui Le d'autre? ciel étoilé. Le ciel étoilé. Les arbres. Oui? J'ai pas compris, pardon. Une naissance au Kivu. Oui. Quelqu'un d'autre? Oui? Ah, le volcan en Tanzanie. En éruption ou tranquille celui-là? Tranquille, tranquille. Merci. Un coquelicot. Un magnifique rouge. Un coquelicot à Jérusalem. On devient de plus en plus précis. Oui, madame? Autour du lac, à Louvain-la-Neuve. Voilà. Donc on entend déjà que, alors merci, et puis le courage de partager aussi en public, qu'on a probablement tous la capacité de trouver ces moments qui nous ont marqués, ces moments de beauté. Et simultanément, mon voyage a été aussi l'expérience de l'inverse, et c'était un peu les montagnes russes, puisque c'était l'expérience de la dégradation environnementale, mais alors la version la plus crasse. J'ai commencé en Inde parce que des voyageurs avant m'avaient dit « Martin, si tu commences par l'Inde, qui est le plus difficile, tout le reste sera facile. » C'était vrai. Après, le reste, c'était facile. Il faut que je reste avec un langage policier. Mais alors en Inde, ça a été vraiment très très dur. Au début, c'est pas compliqué, je pleurais tous les soirs. Donc, je voyageais tout seul, vous savez, à 20 $ par jour, tout compris. Enfin, c'était vraiment l'expérience. Et parmi les choses qui m'ont marqué, c'est ça. Alors vous voyez ici, on est à Bhubaneswar, dans l'état d'Orissa, dans l'est de l'Inde. Et on est en pleine ville et il y a un petit lac. On vient de mentionner celui du vin. Celui-là, à mon avis, il n'est pas aussi pur que celui qu'on a ici. Vous voyez un vert quasiment fluo. Et en Inde, en fait, ce qui m'a frappé, c'est que la crise écologique, elle est tout de suite présente pour les sens. Ça vous agresse immédiatement les sens. Là, c'était... Alors, il y a la vue, bien sûr, avec la couleur, qui était incroyable. De manière générale, les rivières, les étangs, les lacs, c'était l'odeur. Et là-bas, vous savez qu'il y a de l'eau parce que vous la sentez avant de la voir. Mais alors, en arrivant à New Delhi, tout de suite, le premier jour, c'était le bruit. Donc, Louis, imaginez le vacarme infernal des grandes villes indiennes. C'était... Donc, Louis, la vue, l'odorat, et c'est allé jusque à la maladie. Et en fait, j'ai eu une infection grave à cause de la pollution atmosphérique qui s'est répandue dans tout le corps. C'était le moment la pire souffrance physique que j'ai connue dans ma vie. Je suis passé à 2 doigts de la septicémie, j'étais hospitalisé en urgence en clinique à Udaipur. Bon alors, ils ont filmé un James Bond là-bas, s'il y en a qui se souviennent, avec un temple au milieu d'un lac. Hein, voilà, c'était cette ville. Ouais, j'ai fini en clinique là-bas avec des antibiotiques purs en intraveineuse qu'on ne fait jamais en France parce que ça vous crame les veines. C'était horrible. C'était horrible. Et les médecins m'ont dit, mais j'avais une toute petite plaie dans la bouche et elle n'a pas guéri à cause de la pollution atmosphérique. Ils m'ont dit, vous ne guérirez que quand vous partirez plusieurs semaines à la campagne. Et j'ai pris conscience que le défi écologique et le défi climatique en particulier, dont on va parler, c'est pas une question de bobos parisiens. C'est pas une question de ceux qui ont les moyens. C'est d'abord, déjà aujourd'hui, une question de vie et de mort pour des millions de gens sur la planète. C'est une question de bien-être, et bien-être, le mot il semble même pas juste. C'est une question de mal-être aussi quotidien pour des centaines de millions de personnes dans les grandes villes partout autour du globe. Donc ça m'a vraiment frappé. Et j'aimerais là aussi vous demander si
il y a 2 ou 3 personnes qui ont envie de partager. Est-ce que vous aussi, vous avez vécu une expérience de dégradation, de destruction environnementale, soit directe, moi je l'ai vu en direct, soit des choses que vous avez vues dans les médias qui vous frappent, qui vous touchent. Oui. La pollution à Kinshasa, et à Yaoundé, vous l'avez vu directement. Ouais. Je suis témoin la multitude de canettes au bord des routes. Les canettes au bord des routes, oui. La multitude. Le déplacement de nos pollutions dans d'autres pays, qui commencent à les refuser d'ailleurs, à refuser les bateaux qui arrivent. Oui, monsieur ? La pollution à Jéricho en Israël. C'était quoi comme pollution? C'était le plastique, ouais. Les algues vertes, prolifération. Merci. Vous voyez là aussi, si on commence à réfléchir, on a tous cette expérience de l'autre côté, c'est-à-dire de l'ambivalence aujourd'hui de notre rapport à la nature, qui peut être et d'émerveillement et en fait une sorte d'horreur et de sidération face à ce qu'on est en train de provoquer. Et cette horreur et cette sidération, elle ne s'est pas arrêtée à la question de la nature. Et la prochaine photo elle est un peu dure, donc je vous préviens. C'était pour moi aussi l'expérience de la dégradation humaine et sociale. C'est la seule photo que j'ai faite comme ça dans mon voyage, parce que je ne suis pas là pour faire le tourisme de la misère, mais je voulais en avoir une pour la garder. On est à Calcutta, et à Calcutta, quand je rentrais à mon hôtel un soir, je tombais sur ce monsieur. Je ne savais pas s'il était vivant ou s'il était mort. Il était là, nu, en fait couché dans les détritus. Et c'est là où ça fait tilt, je me suis dit, mais on parle récemment de l'encyclique du pape François, Laudato Si, et du concept d'écologie intégrale, où on dit il n'y a pas 2 crises différentes, une crise sociale et une crise écologique, une crise des pauvres et une crise de la nature et des autres êtres vivants. Il y a une seule même crise. Et ce qui m'a frappé, c'est ce monsieur, il est couché dans quoi? Il est couché dans des déchets. Et au fond, on produit des déchets humains comme on produit des déchets du reste. Et c'est une même attitude qui mène à un problème intégral. Donc j'ai pris un gros temps de réflexion. Là, vous avez, quand j'étais au fin fond de l'Amazonie, au Brésil, qu'est-ce que je vais faire quand je rentre de ce voyage? Est-ce que je deviens pasteur? Est-ce que je fais un doctorat? Qu'est-ce que je fais? Et en rentrant, je me suis laissé convaincre de m'inscrire en doctorat, parce que vraiment je doutais, parce que c'est ça le chemin. Et je suis tombé notamment sur ce petit ouvrage, vers une société d'abondance frugale, et c'est la première fois que j'ai entendu parler, avec mon nouveau regard, de la question de la décroissance. Donc avec cet auteur qui s'appelle Serge Latouche, et j'ai décidé de faire une thèse interdisciplinaire. J'ai mis 7 ans, hein, c'était pas Brad Pitt 7 ans au Tibet, c'était 7 ans au bureau avec les bouquins pour rédiger ce travail dont le titre était Croître en Dieu, point d'interrogation, la théologie protestante interrogée par la décroissance selon Serge Latouche, qui est un économiste, philosophe français, une des grandes plumes de la décroissance, certains l'appellent le pape de la décroissance. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail, si ça vous dit tout à l'heure dans le dialogue on pourra en parler, mais c'est pas la décroissance le thème ce soir. J'ai eu 2 prix pour ma thèse qui vont me permettre de publier, et en cours de thèse, j'ai eu un engagement très concret, puisque j'ai été repéré par la Fédération luthérienne mondiale, et j'ai été chargé de plaidoyer, c'est ce qui m'a permis, entre autres, de financer, mais aussi de l'enrichir. Donc j'étais au COP19, 2021, j'ai fait du plaidoyer au nom de la Fédération luthérienne. Là, vous avez Christiana Figueres, qui est la responsable climat de l'ONU. Il y avait tout un travail aussi de sensibilisation par les médias, puisque les religions présentes dans les COP, en fait, c'est pour elles une manière de toucher leur propre audience. Parce que quand vous êtes présent à la COP, vous avez tout d'un coup Réforme, la Croix, qui vous propose tiens, qu'est-ce que vous faisiez là-bas, etc. Donc, ça permet de sensibiliser nos audiences. Et l'interpellation des gouvernements. Et là, vous avez une image de lorsque nous avons remis 1,8 million de signatures de croyants de toute tradition
à François Hollande, quand il était président à l'époque de la France, et Nicolas Hulot, qui était ambassadeur pour la planète. Une activité donc riche, à la fois expérientielle, mon voyage, puis intellectuelle avec ma thèse, et déjà dans du travail très concret. Et aujourd'hui, je me présente à vous avec un peu une triple casquette. D'une part, je co-dirige une initiative interreligieuse internationale sur le climat, avec l'ONG américaine Brain Faith. Pas vous souvenez. D'autre part, je suis théologien écologique, je continue à penser, à lire, à écrire, et pour moi, le but, c'est de tenir ensemble le penser et le faire, pas être un penseur déconnecté du réel, et inversement, pas être un acteur qui a cessé de penser. Et je préside la commission écologique de la Fédération protestante de France. Ça vous dit un peu quelque chose de moi, vous savez qui y a en face de vous, et vous savez aussi quelle est un peu mon histoire, et en soi c'est un message. Parce que nos histoires face aux défis écologiques, ce sont des chemins personnels, ce sont des chemins de vie, et nos expériences comptent. Alors je vais vous parler ce soir d'abord, dans un premier temps, un petit rappel des données scientifiques, parce que mon expérience c'est quand même souvent que, même si on est très informé, il y a des choses qu'on n'a pas nécessairement à l'esprit. Après quoi, on aura un premier petit temps de dialogue. Et c'est une formule que j'essaye ce soir, on va voir ensemble si ça vous plaît, si c'est plutôt que de faire 1 heure de parole moi tout seul et après une demi-heure d'échange ou 45, je parle et puis ensuite on dialogue. À chaque partie on va s'arrêter, on va faire un dialogue sur ce que je viens de dire. Donc ce sera plus interactif et puis ça permet de réagir en direct et pas de devoir tout noter. Voilà. Vous me direz à la fin si ça vous a plu comme ça. Dans un deuxième temps, nous regardons en quoi l'enjeu climatique est un enjeu spirituel, et nous aurons un dialogue sur cette question. Et dans un troisième temps, sachant quel est l'état des lieux, sachant aussi quel est notre moteur pour agir, quelles sont nos convictions, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je l'intitule avec une formule différente que l'abondance frugale, puisque je parle de simplicité joyeuse au pluriel. Mais d'abord, les données scientifiques que je vous présente avec une photo, et vous verrez que pour chacune des 3 parties, je commence avec une photo. On sait que bon, la neurologie nous apprend entre-temps qu'on est des êtres d'image plus que d'ouïe, donc une image parle. Et moi, ce qui me parle sur cette photo, c'est un couple de jeunes Philippins qui se sont mariés en fait le jour après le passage d'un typhon. Bon, les Philippines, c'est régulier, c'est naturel qu'il y ait des typhons, mais ils deviennent plus fréquents et plus intenses avec le changement climatique. Et vous voyez que le lieu où ils devaient faire la fête est inondé par une coulée de boue. Et ils nous présentent comme ça leurs 2 alliances, nouvellement mises au doigt de manière un peu provocatrice, enfin carrément provocatrice même. Et au fond, moi, ce que j'entends là derrière, ou ce que je lis, c'est une double question. Nous, on se marie aujourd'hui, mais c'est quoi le sens de se dire oui quand, et dans le présent, nous ne pouvons pas célébrer notre union, et quand le futur dans notre pays est mis en question par le changement climatique? Quel est le sens de fonder une famille aujourd'hui en contexte de crise climatique? Alors, ça s'exprime là, ça s'exprime aussi, je connais des gens autour de moi, ma génération, j'ai 32 ans, qui se posent la question, est-ce qu'on veut avoir des enfants? Est-ce qu'on veut mettre au monde des enfants pour le monde qui vient? C'est des questions très très profondes et intimes. Donc on va avoir des graphiques et des chiffres, n'oublions pas la réalité humaine qu'il y a là derrière. Ce qu'on sait entre-temps, et ça ce sont les chiffres et les données du GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, que la planète s'est déjà réchauffée en moyenne de plus 1 degré. Alors ça c'est en moyenne, hein, selon les lieux ça peut être plus important. Et vous voyez ici l'évolution de la température à partir de 1960. Dernière étape disponible, c'est les chiffres de 2017, c'est à la fin du orange, et on voit, c'est un peu loin pour vous là et un peu petit, mais on a atteint les 20 degrés et on monte vers les 1,5. Un réchauffement qui a déjà des effets sur d'autres éléments du système Terre. On ne va pas faire toute la liste parce que le climat, ce n'est pas simplement la température, c'est la pluviométrie, c'est beaucoup de choses, mais notamment c'est l'augmentation du niveau des océans, où là aussi le graphique est en croissance, on a une croissance linéaire. Donc là, le graphique, c'est depuis 1993, avec en 2017, d'ores et déjà, plus 8 cm, donc depuis 1993, pas depuis les années 60, là, ça serait beaucoup plus, et on va vers les plus 1 mètre à la fin du siècle.
Je vous parlais des 1,5 degrés, selon le dernier rapport du GIEC, qui est un rapport spécifique sur les 1,5 degrés, on les atteindrait entre 2030 et 2052 si on poursuit sur le niveau de réchauffement, la trajectoire de réchauffement actuelle. Pourquoi 1,5? Parce que c'est un des deux objectifs chiffrés qu'il y a dans les accords de Paris, qui ont été donc signés à la COP21 en décembre 2015. C'est-à-dire que l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris, il va être dépassé quelque part après la décennie qui vient avec la trajectoire actuelle. Alors les impacts négatifs ou mortels seront nombreux. C'est une litanie que vous connaissez peut-être, donc je l'ai dit sans insister là-dessus. Événements météorologiques extrêmes plus fréquents et ou plus intenses. Donc ça, c'est les vagues de chaleur, inondations, sécheresses, typhons, etc. Et moi, là où ça me touche personnellement, par exemple, c'est que j'ai regardé les projections pour ma région. De manière contre-intuitive, en France, le lieu qui va le plus se réchauffer, c'est l'Alsace. C'est le Grand Est. Et on va atteindre les 55 degrés l'été dans les pics de chaleur en 2050. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, on a sué comme des bœufs. L'été dernier, c'était déjà des températures records, on était à 43, quelque chose comme ça. Vous faites plus 12, et c'est 2050. C'est pas 2100. Moi, c'est juste, on voit déjà les forêts qui changent, il y a plein de résineux qui sont morts là dans les Vosges. Je discutais avec une forestière qui était totalement déprimée en disant j'aime un des arbres, moi j'aime aussi cet arbre, c'est les hêtres. Il n'y aura plus de hêtres en 2100 dans les forêts d'origine. On sait que c'est une espèce qui est condamnée. Donc ils font déjà des essais dans les endroits où ils font pousser des nouveaux arbres, ils essaient des nouvelles espèces pour voir qu'est-ce qui pourra survivre au réchauffement chez nous. Voilà, ça c'est très concret. Élévation du niveau de la mer, de 1 mètre au moins, parce que les derniers chiffres sont plus élevés. Baisse des rendements agricoles, ça pourrait atteindre au moins 20% d'ici la fin du siècle. Des migrations qui sont forcées, parce que quand la mer elle monte, ou quand vous n'avez plus à manger, ou quand par sécheresse il n'y a plus d'eau potable, les gens ne s'asseyent pas et ils meurent. Les gens ils bougent quand ils peuvent. Parce que ce dont on parle de plus en plus, c'est aussi tous les gens qui vont être piégés dans leur lieu de vie, et en général à cause de la pauvreté. Quand vous êtes pauvre, si vous n'avez pas payé un billet de bus pour aller au loin avec 5 enfants, vous ne le faites pas. Et ça, c'est une chose dont l'ONU se préoccupe de plus en plus. Sur les migrations, c'est compliqué parce qu'il y a des questions méthodologiques complexes, et donc l'ONU, ces derniers temps, ne donne pas nécessairement de chiffres, mais il y a quelques années, le Haut Commissariat aux réfugiés avait avancé la possibilité de 250 millions de réfugiés d'ici 2050, majoritairement du sud-sud, mais ce sera aussi du sud-nord. C'est double peine, hein. C'est des pays qui vont être les plus frappés sur autour de la ceinture équatoriale, et ils n'auront même pas les moyens de migrer vers le nord. C'est des gens qui vont devoir gérer, les pays limitrophes vont devoir gérer des afflux massifs de migrants. C'est déjà le cas en Amérique latine, Honduras et compagnie qui vont vers le Mexique. On n'imagine pas ce qui se passe là-bas. Ça, c'est présent. Hein. Des conflits, c'est pas pour rien que le GIEC a eu le prix Nobel de la paix en 2007, parce qu'on sait que soit les gens y bougent, soit lorsqu'ils sont en compétition pour des ressources, ils prennent les armes et ils se battent pour savoir qui a accès au robinet. Des crises économiques, la montée de la pauvreté. Un petit mot sur la pauvreté. Il y a eu un rapport de la Banque mondiale avant la COP21 selon lequel, sur la trajectoire actuelle, ce sont 100 millions de personnes qui retombent dans l'extrême pauvreté, définition de Banque mondiale, c'est-à-dire moins de 1,5 $ par jour, d'ici 2030. 100 millions en une décennie. Or, ce sont 100 millions de personnes qui sont sorties de l'extrême pauvreté dans les 15 dernières années avec les objectifs du millénaire pour le développement. Autrement dit, le progrès du monde sur l'extrême pauvreté, le réchauffement climatique va entièrement l'annuler en une décennie, sans parler de 2040, 50, 60, 80 sur des trajectoires à 3-4 degrés. Donc la pauvreté, c'est aujourd'hui, aussi sur la pauvreté, vous ne bossez pas sur le climat, vous n'avez pas fait la bonne analyse. C'est condamné à l'échec. Et alors il y a un scénario qui est celui du pire, dont on ne parle pas trop, peut-être par crainte de créer de l'anxiété additionnelle. C'est ce qu'on appelle l'emballement climatique, c'est-à-dire, pour le moment majoritairement, je vais mentionner, le changement climatique est provoqué par les activités humaines, mais il y a un seuil
qu'on peut dépasser, au-delà duquel s'enclenchent ce qu'on appelle, d'un point de vue scientifique, des boucles de rétroaction positive, c'est-à-dire, pour le dire plus simplement, du changement climatique auto-nourri. Alors un bon exemple, c'est ce qu'on appelle le pergélisol ou le permafrost en Sibérie. Vous avez là des surfaces immenses qui sont gelées toute l'année. Et dans cette terre gelée, il y a de la matière organique, il y a des végétaux, enfin, il y a des gaz qui sont soit prisonniers déjà, soit qui peuvent être produits lorsque ces matières organiques se décomposent. Or, avec le réchauffement climatique, nous faisons fondre le pergélisol. Lorsqu'ils fondent, ils libèrent les gaz, soit directement, soit quand les bactéries commencent leur travail. Quand vous libérez les gaz, c'est des gaz à effet de serre, ils renforcent le réchauffement, lequel provoque une fonte plus profonde, laquelle libère plus de gaz, qui provoque un réchauffement plus important, et vous mettez en route un cycle qui fonctionne lui-même. Juste le pergélisol, il y a plus de gaz à effet de serre que tout ce que l'humanité a émis depuis le début de la révolution industrielle. Donc juste ça, vous déclenchez ça, on ne sait pas dire. Là, c'est pour moins plus 10, c'est des boucles comme ça possibles, il y en a, selon la définition que vous adoptez, il y en a entre 12 et 20 dans le monde. La glace au pôle Nord, c'est pas seulement que des beaux ours polaires, c'est aussi la glace est blanc, donc ça renvoie les rayons du soleil. Moins il y a de glace, plus il y a d'énergie absorbée parce que l'eau est foncée. L'eau, si vous regardez la carte, depuis le vue du ciel, l'eau est quasiment noire, donc ça absorbe la chaleur, ça fait fondre la glace, il y a moins de glace, ça fait qu'il y a plus de rayons qui restent, et puis ça fait fondre, et là aussi vous avez quelque chose comme ça. Si vous en avez 2 ou 3 qui se mettent ensemble, là vous avez un emballement climatique. Pour y enlever l'espèce humaine de la surface de la Terre, ça vivrait sa vie tout seul. On ne sait pas où est le seuil. Donc d'un point de vue scientifique, ce que vous lisez dans les rapports, c'est pas 1,5 ou 2 degrés. D'un point de vue scientifique, c'est le plus bas possible. Point. 2 degrés, c'est sorti dans les négociations dans les années 90, c'est l'Union européenne qui avait posé ça sur la table, c'est pas basé sur la science. C'est un chiffre pour négocier quelque chose sur une base de température. La science dit le plus bas possible, point. Parce qu'on risque de dépasser un seuil, on ne sait pas où il est. Très difficile, le système Terre, le système climatique mondial, pour calculer ça, on ne sait pas faire. On est pour le moment à une trajectoire 3 degrés en 2100, c'est bien la raison pour laquelle il y a toutes ces négociations en cours et globalement, les ONG, la société civile, les scientifiques, tout le monde essaie de continuer à sensibiliser. Alors la cause principale, ce sont nos émissions de gaz à effet de serre, lesquelles proviennent de 2 sources majoritaires. La combustion des énergies fossiles. Il faut quand même rappeler que pétrole, gaz, charbon, c'est 80% de l'énergie mondiale. Aujourd'hui, on a une économie fossile, on a une société fossile, entièrement dépendant de l'énergie qu'on sort du sol. On est entièrement des gens qui disent on est une société thermo-industrielle, oui, on est une société thermo, parce que ça marche avec le feu, quoi. On brûle du pétrole, on brûle du charbon, on brûle du gaz. Et puis la déforestation, qui n'a pas une part aussi importante, mais qui compte, puisqu'on perd ce qu'on appelle des puits de carbone. Les arbres séquestrent du carbone, lorsqu'on coupe une forêt, qu'on la brûle, ou que tout simplement les arbres ne sont plus là, c'est le temps de carbone qui est mis dans l'atmosphère. Et cela provient de nos modes de vie et de l'économie. On en reparlera tout à l'heure. Et ça, il faut le mettre dans un contexte écologique plus large, parce qu'il y aurait un risque, à mon sens, alors j'ai parlé du climat, parce que c'est le sujet du soir, mais j'aimerais le mettre dans un contexte plus large, pour ne pas oublier que le défi écologique, c'est pas que le climat. Il y en a plusieurs d'autres, et il faut les voir ensemble. Je ne peux pas tout présenter, mais un petit point sur un indicateur qu'on appelle l'empreinte écologique, qui rassemble toutes les consommations de ressources ou les émissions de déchets sous une même unité qui est une unité de surface, l'hectare global. Et vous imaginez vraiment toutes les 2 bouts du tuyau, ce qu'on consomme, ce qu'on émet, il y a plein de calculs, il y a des équations, on convertit tout en hectares, et on peut voir si l'empreinte écologique de l'humanité est supérieure ou non à ce qu'on appelle la biocapacité de la Terre, c'est-à-dire, on va dire, le budget naturel, le budget biologique, ce
ce que la Terre fournit et ce qu'elle est capable d'absorber. La situation est une situation de dépassement global, puisque si vous regardez les évolutions depuis 1960 jusqu'à 2016, dernière année où les chiffres consolidés sont disponibles, vous voyez ici en vert la courbe de la biocapacité de la Terre par être humain, en rouge la courbe de notre empreinte écologique par être humain, et vous constatez, enfin je vous le dis parce que encore une fois c'est un peu petit, que la courbe rouge passe au-dessus de la verte en 1970. Donc même si aujourd'hui l'enjeu écologique arrive grandement dans l'agenda politique, dans les médias, on en parle tout le temps, presque jusqu'à la nausée, on n'en peut plus d'entendre ces trucs et tout ça, ça fait en fait plus d'un demi-siècle qu'on est dans cette situation, et c'est pas pour rien que fin des années 60, début des années 70, on a eu les premières voix qui se sont levées. Ça fait plus de 50 ans que chaque année, on est en situation de déficit écologique et qu'on creuse ce qu'on appelle une dette écologique. Aujourd'hui, on consomme en moyenne 2,7 hectares global par personne, quand la Terre en fournit 1,6. Même le théologien que je suis peut sortir sa calculette. Ça signifie qu'on consomme 1,7 planète Terre en moyenne par an. Arrêtez-vous une seconde sur ce chiffre. Ça veut dire qu'on est déjà à plus 70% de dépassement de la capacité naturelle, biologique, écologique de la Terre. C'est énorme. On est déjà très loin dans l'insoutenabilité. C'est pas 1,1 ou 1,2. Ça se dit avec une métaphore qui prend sa place de plus en plus dans les médias, c'est le jour du grand dépassement. Si vous imaginez du 1er janvier au 31 décembre, je vois des gens qui hochent la tête, donc certains connaissent cela. À quelle date est-ce qu'on dépasse le budget écologique de la Terre pour l'humanité? En 79, c'était déjà le 29 octobre. Vous voyez, c'est ancien. En 89, c'était le 11 octobre. En 99, le 29 septembre. En 2009, le 18 août. Et alors en 2019, est-ce que quelqu'un... Juin? Est-ce que quelqu'un se souvient de la date? Moi, je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique. En France, quand on atteint la date, c'est sur tous les journaux, machin, tout ça. Bon, alors, juin, on n'est pas loin. Mais c'est un peu... Regardez, on est sur quel rythme? Une décennie, grosso modo 15 jours. Plus ou moins 15 jours. Donc, c'était le 29 juillet. En 2019, à l'échelle de la planète, c'était le 29 juillet. Alors je dis à l'échelle de la planète, pourquoi? Parce que ce chiffre global cache bien sûr un accès inégal aux ressources. Les pays dits à bas revenus sont en moyenne à 0,6 planètes. Les pays à revenus moyens, fourchette basse, sont en moyenne à 0,8. Les pays à revenus moyens, fourchette haute, ça, c'est ce qu'on appelle notamment les BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Les BRIC sont en moyenne à 2,1. Et là aussi, je ne sais pas si chez vous ça fait tilt, mais chez moi, ça change la perspective. Brésil, Russie, je mélange tout. Brésil, Russie, Inde, Chine, c'est tous des pays dont on a à l'esprit, bien sûr, ils peuvent produire plus, consommer plus, ils sont encore en développement, il faut qu'ils croissent. En moyenne, ces pays-là sont à plus de 100% de dépassement de la limite écologique de la Terre. Non? Si on prend en moyenne, ces pays-là, ils peuvent décroître. Et alors, ça c'est encore parler des BRIC. Qu'est-ce qu'il en dit des pays développés? En moyenne. Moyenne, pays développés, pays dits à haut revenu. À votre avis, on est à combien? 5, 3, qui est mieux? 4, ah, ça, une voie du compromis. 4,5. Vous êtes dans les bonnes, vous êtes dans la bonne zone, puisque en moyenne, les pays développés, dits à haut revenu, c'est 3,7 planètes. Sur cette diapo, je respecte les proportions du graphique. Et visuellement, quand moi je dis 3,7, je me dis ok, ouais, c'est pas cool, mais visuellement, vous voyez le bout de la ligne verte, le tout du bout,
Ça, c'est une planète, et vous voyez où est-ce qu'on est. Vous voyez juste ça, vous comprenez pourquoi, je ne rentre pas dans le détail de l'argumentation, mais les auteurs de la décroissance, qui s'appellent eux-mêmes des objecteurs de croissance, petit jeu de mots sur objection de conscience, hein, les objecteurs de croissance disent, mais quand vous voyez ça, le discours du développement durable ou de la croissance verte, qui sous-entend qu'on peut continuer à se développer ou à croître, ce qui veut dire, pour être très clair, produire plus et consommer plus, tout en étant écologique, c'est-à-dire tout en disant moi je vais produire plus et je vais consommer plus dans mon pays, mais je vais redescendre à une planète. Alors, si je suis gentil, je dis que c'est une illusion. Si je vais pas mettre d'adjectif, c'est la poudre aux yeux, clairement, pour pouvoir continuer dans un modèle qui profite à certains, pour qui ce n'est pas un problème si on crame le futur pour les autres. Donc on est à 3,7 planètes, et on a un enjeu, c'est divisé par 4. En moyenne, il faut qu'on divise par 4. Alors bien sûr, si on va voir un petit peu plus dans le détail, là il y a les catégories de pays, si vous regardez dans le détail, au moins vous voyez ici, sur la slide, à quel point pays par pays, c'est réparti, puisque le cercle fait janvier, février, mars, avril, mai, jusqu'en décembre. C'est hyper réparti, avec le pire pays du monde, c'est le Qatar, qui dépasse le 11 février. Le Qatar, c'est 15 planètes Terre, hein, en moyenne. Il fait des pistes de ski dans le désert, et producteur de pétrole et tout ce que vous voulez. Le pays le moins insoutenable, c'est l'Indonésie, le 18 décembre. Alors la Belgique, on est là. Belgique, c'est le 6 avril. Alors la France, on n'est pas beaucoup mieux. Hein. La France, on est là, c'est le 14 mai. Donc on est tous bien dans le premier semestre. Donc ça vous donne quand même un peu l'ordre de grandeur du défi. Et cette empreinte écologique, et c'est là où on retombe sur le pied du changement climatique, quand vous regardez de quoi elle est composée, le bleu foncé, c'est le carbone. Donc plus de 50% de l'empreinte écologique moyenne, c'est les émissions de gaz à effet de serre ou la déforestation. Ensuite, en bleu clair, le tout petit liseré, vous avez les ressources halieutiques, c'est l'utilisation de surface d'eau pour la pêche. En orange, je vais dans l'ordre, hein. En orange, vous avez les utilisations de surface pour les cultures de céréales. En rouge, vous avez l'artificialisation des terres, tout ce qui est bétonné, les villes, les compagnies, les routes. En vert, vous avez l'usage de la forêt. Et en jaune, vous avez les prairies. Voilà, donc vous voyez que quand même, très grande majorité, c'est le carbone, et c'est aussi juste d'avoir un certain accent sur le climat et ses émissions-là. Je fais une première pause. Enfin, j'arrive à la fin de ma première section. Puis souffler aussi un petit peu. C'est la partie un peu hard de la présentation, qui pour moi demeure importante. Et même si c'est des choses qu'on n'a pas nécessairement envie de voir, c'est des chiffres qui sont durs. Peut-être certains parmi vous, je sais que certains parmi vous sont bien versés dans les questions, peut-être que c'est des choses certainement que vous avez vues, pour d'autres c'est peut-être plus neuf. Pour moi, ce passage-là, il est très important parce que c'est le lieu de ce que j'appelle la lucidité courageuse. Vous ne pouvez pas faire face aux défis écologiques si vous ne vous confrontez pas à ce que dit la science, même si c'est dur. Et Nicolas Hulot, qu'on peut critiquer par ailleurs, il a un bon sens de la métaphore, il dit toujours il faut regarder la science parce que vous pouvez comparer ça à sortir en mer avec un bateau. Si vous avez un bateau, que vous avez envie de faire une sortie, vous écoutez la météo marine, si on vous annonce des creux de vagues de 50 cm, j'emporte ma canne à pêche. Si on m'annonce des creux de vagues de 1 à 2 mètres, bon, je ne pars pas sans mon gilet de sauvetage. Si on m'annonce des creux de plus de 6 mètres, je ne sors pas. Sur la question écologique, c'est pareil. Il faut savoir où est-ce qu'on en est, parce qu'alors on sait de quoi on parle. Et là, on parle d'un enjeu qui met en question la capacité de la Terre d'être habitable pour nous, pour d'autres espèces vivantes. Donc c'est les creux de 6 mètres là, il faut voir un peu plus. Voilà, donc c'est important d'avoir ce moment, après on passera à autre chose dans la présentation. Mais d'abord, un petit temps. S'il y a des questions sur la précision,
soit additionnel, soit de compréhension, ou c'est un partage, c'est possible. Oui, monsieur. Donc, monsieur faisait le commentaire de dire, face à ces choses-là, la science est importante, mais souvent la réponse de notre société, et d'ailleurs je vais circuler, je vais vous donner le micro au fur et à mesure, c'est une réponse technicienne. Et on va trouver une solution, on va y arriver, et alors moi je redis avec mes mots à moi, on a une foi dans la technologie, dans la capacité d'invention de l'homme, qui est une foi très dangereuse. Parce que, lorsque vous regardez les chiffres du GIEC, le 1,5 degré, en tous les cas, le 2 degrés c'est encore, mais le 1,5 degré c'est fini. On ne les respectera pas. Il y a des fenêtres qui se sont fermées. Et pourquoi? Parce que ça fait des années qu'on pense qu'on va trouver la solution technique ou que l'économie et les mécaniques, les mécanismes de l'économie de marché qui est censé avoir une main invisible qui guide les choses de façon très bien, ont échoué. Et donc il est urgent qu'effectivement on change, même si la technique demeure un lieu important et une partie de la solution. On ne va pas revenir, il faut faire un droit d'inventaire, j'en parlais tout à l'heure. Il faut aussi inventer autre chose, et il y a notamment une conversion spirituelle à vivre, mais c'est ce qui vient ensuite dans le propos. Pourquoi est-ce qu'on se fixe des objectifs en termes de degrés alors que c'est un paramètre qu'on ne maîtrise pas? On se fixe des objectifs en termes de degrés précisément parce que c'est un paramètre qu'on ne maîtrise pas. Ce qui ferait sens, c'est de se fixer un objectif en termes d'extraction d'énergie fossile du sol. Il y a d'ailleurs des ONG qui disent, c'est pas compliqué, les réserves connues à ce jour, il faut que 80% restent dans le sol. Et donc il aurait pu imaginer des négociations climat qui disent, ce dont on va négocier, c'est pas les degrés, c'est combien de barils de pétrole on peut sortir et qui va les utiliser, combien de tonnes de charbon on va extraire et qui va les utiliser, ça. Et là, vous rentrez dans des questions géopolitiques hallucinantes, avec des pays qui, à plus de 50, voire plus de 70%, ont un PIB qui dépend de la production de pétrole. Les types, vous agitez ça, ils se cachent, non, fini, au revoir. Or, l'accord de Paris, la COP21, le processus multilatéral international, nécessite... Il y a un seul pays qui dit non, c'est fini. Et c'est quand même ça, l'accord de Paris à la COP21, il n'est pas parfait. Quand vous êtes 196 pays, il n'y a pas d'accord parfait. Mais c'est un bon accord. Et le simple fait qu'on ait réussi à se mettre d'accord, il est bon pour plein de raisons, hein, je ne rentre pas dans le détail, mais pour moi c'est un vrai signe d'espérance et un lieu de réjouissance. Parce qu'on a réussi, malgré, imaginez, dans la salle vous avez Tuvalu, franchement Tuvalu sait que Tuvalu va disparaître, ils vont être sous les eaux. Et vous avez l'Arabie Saoudite. Et ils arrivent à signer un accord en commun où chacun a lâché et chacun y trouve aussi un petit peu son compte. C'était vraiment quelque chose de remarquable. Et chapeau à la présidence française, et là en l'occurrence à Hollande, d'avoir eu le courage d'accueillir, personne ne voulait accueillir la COP21, hein, parce que la responsabilité historique, elle était énorme. Donc la réponse, c'est ça, c'était politiquement trop sensible, mais ça ne fait pas sens d'un point de vue analytique, vous avez raison. Est-ce que vous pourriez nous rappeler brièvement pourquoi le carbone est notre ennemi, pourquoi il provoque l'effet de serre, et tant qu'à faire des trous dans la couche d'ozone? Les trous dans la couche d'ozone, c'est d'autres types de gaz qui ne sont pas des gaz à effet de serre. Enfin, si, il y a des gaz qui sont très puissamment de gaz à effet de serre, je vous ai dit n'importe quoi à l'instant, mais c'est une catégorie très restreinte, très limitée et substituable de gaz, et c'est la raison pour laquelle on s'en sort surtout de la couche d'ozone qui est en train de se résorber, parce qu'on avait déjà des substituts prêts au niveau industriel. Au niveau du changement climatique, alors de manière générale, je ne dirais pas le carbone est notre ennemi, le carbone c'est la vie. Il y en a partout, il y en a dans les arbres, il y en a dans le fond, dans le noir. Donc le carbone, c'est peut-être un des atomes fondamentaux pour l'existence, mais lorsque ces gaz-là, ils sont très divers, que ce soit CO2, méthane, protoxyde d'azote et même la vapeur d'eau, et les révisions, combien de degrés on va atteindre en 2100, ça a été prévu à la hausse entre-temps, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y aura beaucoup plus de vapeur d'eau que ce qu'on pensait. La vapeur d'eau, c'est très puissamment un gaz à effet de serre. Ces gaz-là sont des gaz qui captent un rayonnement très particulier, qui est le rayonnement infrarouge. Donc la lumière du soleil descend sur la Terre, l'énergie est absorbée par la Terre, c'est pas un réfléchissement, hein, c'est pas ça. L'énergie est absorbée par la Terre, et la Terre elle-même a son rayonnement, comme n'importe quel corps,
Et c'est un rayonnement infrarouge qui, lui, est capté par des gaz. On appelle ça l'effet de serre. C'est connu depuis le 19e siècle. C'est notamment le scientifique Svante Arrhenius qui avait découvert ça. Les premiers scientifiques qui parlaient de réchauffement possible de la planète, c'était dans les années 1800 et des brouettes. Hein. C'est pas du tout neuf. Mais avant, on ne constatait pas il n'y avait pas de réchauffement en cours parce que c'est une courbe exponentielle. Ceux qui font un peu de maths ou qui se souviennent de leur cours, l'exponentielle au début c'est très lent, puis à un moment donné ça accélère, et alors il y a un moment dans la courbe où ça perd vers l'infini extrêmement vite. Enfin bon, on va pas rappeler tout ça, mais voilà, donc on a ces gaz-là qui captent le rayonnement infrarouge et qui de fait capturent de la chaleur. Ces gaz ont des temps de vie dans l'atmosphère qui sont différents d'un gaz à l'autre, et ils ont des pouvoirs de réchauffement qui sont différents. Le méthane, qui est en quantité bien plus limitée, a en revanche une capacité de réchauffement 28 fois supérieure au CO2. Et donc on est obligé de se préoccuper de l'ensemble des gaz, même si le CO2 est très majoritairement le plus grand contributeur. Voilà, et peut-être ce que je peux ajouter, mais je ne sais pas si c'était en implicite dans votre question, des changements climatiques, il y en a eu des tas par le passé, dans l'histoire de notre planète. Elle a été beaucoup plus chaude que ce qu'on craint, elle a été beaucoup plus froide, au point qu'il y a une hypothèse qui s'appelle Planet's Normal Earth, c'est entièrement recouvert de glace à 100% toute l'année, parce qu'il faisait tellement froid. Mais tout, pour le dire avec une métaphore policière, tous les coupables de l'époque ont un alibi aujourd'hui. Donc dans le temps, c'était la tectonique des plaques, le mouvement des continents, c'était des changements dans la rotation de la Terre autour du Soleil, dans l'ellipse, qui peut être plus ou moins large, enfin bon, voilà, donc il y a moins d'énergie qui provient du Soleil ou plus, c'est des changements dans le rayonnement solaire, etc. Tous ces changements-là sont des changements dans un temps très long. Les derniers, on est dans la période géologique qui s'appelle le Quaternaire, les changements-là entre période glaciaire et interglaciaire, c'est tous les 40 000 étant tous les 100 000 ans, dans les derniers 2,6 millions d'années, donc c'est extrêmement long. Aujourd'hui, il n'y a pas de tectonique des plaques sur 250 ans, il n'y a pas. Par contre, il y a ce qu'on connaît très bien, ce qu'on constate nous-mêmes quand on va dans notre jardin, dans une serre, c'est cet effet-là avec ces gaz particuliers. Et on estime, je ne vais pas aller tout dans le détail, mais on pourrait faire une présentation juste de la science pendant 1 heure, que le changement climatique qu'on est en train de provoquer, il est là. On parle de 2100 parce que nous autres, ça nous paraît le bout du monde, la fin du siècle. Mais il est là pour au moins 1 millénaire, si ce n'est plus. Donc quand on parle de génération, etc., c'est au moins 40 à 50 générations d'êtres humains qui sont en jeu. Voilà, parce qu'on a des temps de vie dans l'atmosphère et des cycles du carbone qui sont très longs à revenir à un état d'équilibre précédent. Je vais m'arrêter là, sur cette partie-là, et je vais continuer mon chemin avec vous.